Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ruby? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, c'est une compagnie qui a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023. On va les commenter. Je rappelle que vu que c'est une compagnie européenne, généralement, les résultats du premier trimestre et du troisième trimestre, on n'a pas beaucoup d'informations. Quand je dis on n'a pas beaucoup d'informations, mis à part les informations sur le chiffre d'affaires et peut-être les perspectives ici, voilà. On n'a rien sur les marges brutes, etc. Parfois, de temps en temps, on n'a rien sur le bilan financier au niveau de l'endettement, on n'a rien sur le tableau des flux de trésorerie. Donc, c'est pas parfois évident d'avoir un avis par rapport à ça. Ok, donc, on nous présente juste une partie du tableau et c'est peut-être parfois... Enfin, je n'aime pas souvent regarder les compagnies européennes justement au troisième trimestre ou bien au premier trimestre parce qu'on n'a pas toute l'information. Contrairement aux entités nord-américaines où chaque trimestre, vous avez toutes les informations comptables. Bref, Ruby, néanmoins, ici, c'est une entreprise qui, voilà, vous connaissez ses propres problèmes, vous connaissez ses difficultés, d'accord, notamment tout ce qui concerne ici la Caraïbe, Haïti, etc. Mais c'est une entreprise qui a tendance à se comporter correctement, même si on peut avoir des questions au niveau des free cash flow ici. Mais je sais également que c'est une entité qui intéresse généralement les investisseurs uniquement parce qu'il y a ce dividende-là qui paraît stable et croissant année après année, ok? Donc, le fameux 8% ici aujourd'hui, et c'est quelque chose d'assez encourageant pour tout le monde, d'accord? Tout le monde qui n'aimerait pas avoir 8,8% de dividende en plus dans un PEA. Mais comme je dis toujours, ne réfléchissez pas du point de vue rendement de dividende, réfléchissez du point de vue rendement des bénéfices nets ou des free cash flow. OK? Si l'entreprise est solide, le dividende prendra soin de lui-même. OK? Donc, je vais utiliser ici le journal, on va passer par le journal Investir, donc enfin, les échos. Je vais lire à peu près cet article. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on fait. Non, non. Je commente un article, OK? Je vais me baser à peu près sur ça pour avoir à peu près un avis sur ce business-ci, OK? Mais vous, c'est conference call, d'accord? Rapport financier, OK? Avant de prendre une quelconque décision d'investissement. Dites-vous également ici que généralement ces articles, c'est du sensationnel. OK? Donc, on va mettre un titre aguicheur et ça ne veut parfois pas dire exactement ce qui se passe dans le business en lui-même. Donc, le conference call est toujours à écouter. OK? So, on dit ceci. Ruby confirme ses objectifs 2023 après un recul du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Ruby a confirmé mardi ses objectifs pour l'exercice 2023 après avoir enregistré un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre. Donc, les objectifs de 2023 sont confirmés. Concernant le chiffre d'affaires, je vais vous dire ceci. Quand vous regardez Ruby, le chiffre d'affaires ne vous donne pas la bonne information. Sur Ruby, vous devez regarder la marge brute et vous devez regarder l'évolution des volumes. OK? Parce que de toutes les façons, qu'importe le prix de l'essence, elle fait sa marge. OK? Quand le prix de l'essence, quand le prix du pétrole est à un niveau assez élevé, elle aura peut-être, voilà, elle aura tendance à avoir le même niveau de marge, mais c'est au niveau des volumes que ça va diminuer. OK? Quand le pétrole est à un niveau bas ici, les volumes vont peut-être augmenter. Dans tous les cas de figure, elle arrive à maintenir sa marge. Si c'est 5%, même si le prix du carburant ici ou du pétrole est à, je sais pas moi, à $100 ici, elle prendra son 5% de marge, qu'importe le prix. Donc, ça va se jouer au niveau des volumes. Et si c'est le cas, ce sont les marges brutes qu'on doit regarder. Donc, quand on parle de chiffre d'affaires en baisse, ce n'est pas une information très importante concernant Ruby. OK? Donc, au cours des 3 mois à fin septembre, donc les 3 mois se terminant ici à la fin du mois de septembre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,59 milliard d'euros, en repli de 22% par rapport à la même période, la période précédente. Cette variation s'explique par la baisse du coût du pétrole sur un an, tandis que les volumes de la branche distribution de produits pétroliers ont augmenté de 7%. Prix du pétrole baisse, volume augmente. Très très bien pour nous. La marge brute de cette division a par ailleurs progressé de 2% à 191 millions d'euros, a indiqué Ruby dans un communiqué. Donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est la marge brute qu'il faut même regarder sur ce business. La branche support et services qui regroupe les activités de négoce, logistique et transport maritime, ainsi que raffinerie des Antilles, a vu ses revenus diminuer de 18% à 251 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division production d'électricité renouvelable s'est établi à 16 millions d'euros contre 13 millions un an plus tôt. Et ça, pour cette division-là, c'est une division qui ne rapporte pas grand-chose pour le moment et sur laquelle on va dépenser beaucoup d'argent. Ruby va devoir investir massivement ici. Donc, quand on parle d'investissement massif, voilà,
Est-ce qu'elle pourra le faire à maintenant ce niveau de dividende-ci? Ou bien elle va devoir prendre de la dette ici, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a un tout petit peu de flou. OK? Donc, la performance opérationnelle de Ruby a été particulièrement dynamique au troisième trimestre, a commenté Clarisse Gobin, donc, la gérante du groupe cité dans un communiqué. Cette performance conduit le groupe à confirmer ses objectifs pour l'année en cours, donc à savoir un résultat net opérationnel ici, enfin net en croissance par rapport à 2022, à ajuster la dépréciation du goodwill, donc élément ici extraordinaire. Donc, le goodwill ici, ce sont des intangibles. Hein, OK? Donc, c'est quelque chose ici, c'est juste une dépréciation d'actifs intangibles. OK? Donc, c'est une charge non financière. Et un excellent but d'exploitation ici compris entre 690 millions et 730 millions. Donc, ici, on parle d'EBITDA. L'EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité. OK? Dans EBITDA, vous avez le DA qui est la dépréciation amortissement qui fait souvent synonyme ici de dépenses en capital. Vous avez les intérêts, vous avez les intérêts sur la dette, vous avez également les taxes. Tout ce qui vous appartient ici, c'est le EB, l'excédent brut, d'accord? Donc, enfin, pas l'excédent brut, mais earning before, ce n'est que ça qui vous... Enfin, c'est le earning ici qui vous intéresse, d'accord? Donc, on va le dire comme ça. Donc, EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité, mais ça vous donne déjà une information générale. C'est pas parce qu'on a des EBITDA positifs qu'on a des free cash flow. Ce qui compte dans un business, c'est le free cash flow, la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps. OK? C'est avec ça qu'on paye les dividendes, c'est avec ça qu'on rachète des actions, c'est avec ça également qu'on repaye la dette. OK? Donc, Ruby a également confirmé qu'il augmenterait son dividende par rapport à l'exercice précédent. Ça, c'est une nouvelle qui ne m'en... Comme on dit souvent chez les Ivoiriens, ça ne m'enjaille pas. D'accord? C'est pas quelque chose qui va m'exciter plus que ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est, oui, vous augmentez les dividendes, mais également vous mentionnez ici, comme par exemple, c'est pour ça que je disais tantôt, que ce document-ci ne vous donne pas toutes les informations. C'est un article, mais quand vous, ici, par exemple, on dit, les ambitions de Photosol Horizon 2030 sont confirmées. Les capex cumulés atteindront 2,7 milliards sur la période 2023-2030. Cumulés. Ça veut dire que le CAPEX, c'est ce qu'on va avoir tendance à dépenser. Très souvent, ici, la dépréciation amortissement peut servir ici de dépense en capital. D'accord? Donc, il mentionne ici donc 700 millions pour la période 2023-2025. Donc, entre 2023 et 2025, on va devoir dépenser 700 millions ici en dépenses en capital. C'est peut-être sans doute la dépense en capital de croissance. L'EBITDA ici contribuera ici à hauteur de d'au moins 25% ici d'ici 2030. Enfin, l'EBITDA contribuera à l'EBITDA du groupe Ruby à hauteur de 25% d'ici 2030. Donc, on peut se dire ici que d'ici 2030, quand on parle de l'EBITDA ici du groupe, c'est voilà, est-ce que c'est l'EBITDA moyen? Si c'est le moyen ici, donc on va dire ceci si on a 25% d'ici 2030. Donc, on nous envoie en 2030. Hein. 2030, ce n'est pas encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faut vérifier que c'est basé sur quoi. D'accord? Donc, actuellement, on est à peu près à 700 millions d'EBITDA. OK, ils attendent à peu près, vous avez vu, selon les prévisions ici, on est aux alentours entre 700 et 730 millions. On va faire simple. Prenons 730 millions. Admettons que la partie distribution ne bouge pas et que tous les investissements se passent bien dans la partie ici, photosol, etc. OK, 25% de ce montant-là, ça va représenter à peu près, on vous a dit ici que ça va représenter 25% de l'EBITDA de Ruby actuel. Donc, on sera à peu près à 182 millions. Donc, on aura un 182 millions en plus des 730 qu'on a en date d'aujourd'hui ou bien des 700. OK? Ça pourrait être bien une bonne chose. Ruby peut souvent se négocier ici, dépendamment la valeur d'entreprise ici sur le revenu général quand on regarde. Je le fais de tête, hein, c'est juste une estimation, c'est pas quelque chose. Tout va dépendre ici également du comportement de la partie distribution, etc. OK? Donc, ici, généralement, c'est un business qui se négocie à combien de fois les EBITDA ici, donc combien de fois les EBITDA, pas les EBITDA, il n'y a pas de Z. Alors, généralement, le marché paye à peu près 7,7 fois les EBITDA des 12 prochains mois. Si vous mettez les 12 derniers mois, d'accord, ça va généralement se situer à combien? 9,1 fois. D'accord, donc ça peut être entre 9 et 7,7. OK, parce que les 12 prochains mois prennent souvent en considération la croissance. En tout cas, soyons pessimistes, on va le dire comme ça. De toutes les façons, il y a un tout petit peu d'optimisme déjà dans ces chiffres-ci, parce que ça sous-entend que tout se passe bien. Disons 8 fois les revenus, les EBITDA. D'accord? Ça fait 7 milliards 300. Moins la dette nette actuelle. Entre-temps, ils vont avoir tendance à s'endetter à nouveau. OK?
Il faut vérifier comment est-ce qu'ils vont financer la dépense en capital de croissance ici pour la partie photosol. OK, disons qu'on a moins 1,7 milliard. On pourrait se dire que dans un environnement où tout est rose, c'est un prix. Nous avons une entreprise ici qui pourrait s'échanger aux alentours de qui pourrait valoir 5 milliards 600 d'ici 2030. Si tout se passe bien, en prenant également en considération le nombre d'actions actuelles, un nombre d'actions qui augmente également. Je ne sais pas si vous donnez des actions gratuites ici ou bien ils se financent sur le marché. C'est toujours à aller vérifier. Je ne connais pas trop la politique d'allocation du capital de ce business-là. OK, mais quand une entreprise, pareil, augmente le nombre d'actions année après année, moi, je n'aime pas les actions gratuites et tout le reste là. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. OK, mais il faut toujours vérifier quel est le raisonnement derrière. Si on augmente le nombre d'actions ici pour se financer sur le marché, ce n'est pas une rate. Donc, elle n'a peut-être pas une bonne raison ici pour elle de faire cela. OK? Donc, si tout se passe bien dans le meilleur du monde avec le même nombre d'actions ici, on sera aux alentours des $154 l'action. Je sais, il faut l'actualiser en date d'aujourd'hui, etc. Parce que un tien vaut mieux que deux, tu auras. D'accord? L'argent, $1 aujourd'hui a plus de valeur que $1 demain. OK? Mais ça vous donne à peu près une idée générale. OK? Pour quelqu'un qui posséderait cette entreprise-ci à long terme. Admettons même que voilà, qu'on prenne à peu près, disons, 70% de ce montant-là. Bref, vous comprenez que ça reste ça paraît intéressant au prix actuel. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de la capacité ici de financement de l'entreprise. Donc, sa capacité de financer ses activités secondaires. Enfin, j'appelle ça toujours une activité secondaire, mais elle doit dépenser de l'argent ici pour la partie photosol. Est-ce que, en payant le dividende actuel, est-ce qu'elle a les moyens de le faire? Comme je l'ai dit ici, je n'ai pas toutes les datas concernant le trimestre en question, mais on peut déjà voir les free cash flow actuels. Voici à peu près les free cash flow qu'on a en date d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir, je ne sais pas des free cash flow, c'est l'évolution des free cash flow. OK? Et vous constatez ici que ce n'est pas très stable. C'est en dents de scie. OK? C'est en dents de scie. Parfois, on gagne moins, parfois, on gagne plus. Voilà. Les bénéfices nets ici sont jamais plus élevés que les free cash flow. Et les free cash flow ici peuvent être influencés par le BFR, généralement. D'accord? Donc, il faut toujours aller vérifier cela. OK? Donc, surtout pour son activité. C'est la raison pour laquelle il faut être prudent sur cette compagnie. On aimerait bien dire que oui, je vais prendre les bénéfices nets. Mais quand moi, je constate qu'on a des free cash flow pareils, ce que j'aime déjà faire, c'est je prends tous les free cash flow qui ont été produits sur les dernières années, je les mets en cumulé, OK? Et je fais la même chose avec les net income. Je les mets également en cumulé, OK? Sur les 10 dernières années, je constate que en bénéfice net, on a 2 milliards 110. En free cash flow, on a 1 milliard 670. Il manque combien à peu près? Il manque à peu près 440 millions par là. OK? Il manque ce montant-là. D'accord? Donc, où est-ce qu'il est passé? Donc, entre-temps, sur les 10 dernières années, on ne les a pas eus. OK? Passons maintenant sur les 5 dernières années. On a à peu près 1 milliard 240. Et en free cash flow, on a 957 millions. Il manque à peu près 290 millions. Où est-ce qu'ils sont passés? Entre-temps, également, on pourrait prendre les free cash flow, le dividende ici cumulé. OK? Dividend payment. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est le montant? Est-ce qu'il me donne? Non, c'est pas ça ici. Dividende, cash, dividend pay. Donc, comment dividend pay? Je vais regarder le cash ici, le dividende ici payé. Comme un dividend pay, on va mettre ici annuellement. Voilà. OK. Donc, je vais également mettre ça en cumulé. Voilà. On aura tous les graphiques. Sur les 20 dernières années, ils ont dépensé 1 milliard 430 en dividendes. On a reçu combien? 1 milliard 350 en free cash flow. Cumulé. Donc, globalement, le business a gardé à peu près 320 millions sur les 20 dernières années. 320 millions qui sont restés dans les caisses, dans le bilan, pour rembourser la dette, pour acheter des actions ou je ne sais pas quoi, ou autre chose. Quand vous divisez par 20 ici, c'est à moyenne 16 millions par an. Sur les 10 dernières années, free cash flow 1 milliard 670. On a dépensé en dividende 1 milliard 170. Donc, il y a près de 500 millions ici qu'on a gardé dans les caisses ou bien qu'on a pris pour rembourser la dette ou bien pour faire des acquisitions. Maintenant, vérifiez le niveau d'endettement ici. Est-ce qu'il a augmenté ou il a diminué? Il y a de grandes chances qu'il ait augmenté. OK? Sur les 5 dernières années, on a à peu près eu 957 millions. On a dépensé 681 millions. Donc, vous constatez ici qu'on dépense énormément pour le dividende. On dépense beaucoup.
près de, est-ce qu'on va dire 70% de ce montant-là? On va juste le calculer ici de tête, hein, soit fois 1,670. Donc, c'est ça. Oui, je pense qu'on dépense à peu près 70% des free cash flow cumulés légèrement sur une longue période. Parce qu'il faut cumuler les free cash flow de ce business-ci. Elle a les moyens de payer les dividendes. Hein. Donc, vous pouvez constater ici que le montant payé sur les 10 dernières années est inférieur à ce qu'on a produit en free cash flow. Sur les 3 dernières années également, il est inférieur. Donc, parfois, si on regarde juste cette entreprise-ci du point de vue free cash flow annualisé, on va se dire que oui, mais ils ont perdu de l'argent ici, ils n'avaient pas les moyens de payer. Disons, il faut cumuler le tout. Parce que certaines périodes, ils gagnent énormément d'argent, certaines périodes, ils gagnent beaucoup moins. Mais quand on cumule tout cela, ils ont les moyens de le payer. C'est l'activité qui est comme ça, en fait. Je pense que tout ça, c'est une question c'est la variation du BFR ici. OK? Donc, mais néanmoins, il faut faire attention. Ruby, justement, c'est une entreprise, oui, on peut payer 15 fois les bénéfices, à 10 fois les bénéfices, mais moi, je vous dirais, soyons prudents. Déjà, un petit 10 fois les bénéfices, ça peut être une bonne chose. OK? Maintenant, pour le dividende, qu'on reste à peu près à 70% des free cash flow moyens qu'on a pu avoir dans le temps. Donc, ce que moi, j'aurais souvent fait ici, et bon, je vais me dire, je vais faire ceci. OK? C'est un raccourci. Hein, OK? Donc, je fais ceci. Si je prends les free cash flow sur les dernières années, mon but n'est pas qu'il y ait de la croissance ou etc. Je veux déjà au moins qu'on ait quelque chose qu'on a pu avoir par le passé. Disons, les 5 dernières années, voilà, on a à peu près produit 958 millions. 958 millions en free cash flow cumulé. Divisé par 5, ça fait à peu près 191 millions. OK? Je vais payer 10 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette. OK? À 10 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, on sera à peu près aux alentours de 2 milliards par là. 1 milliard 900. Donc, techniquement, le prix actuel est juste correct. OK? Si on prend les 3 dernières années également, 597 divisé par 3, on arrive à peu près à combien? 199 ici. Si je prends à 10 fois les bénéfices, on retombe encore sur nos fameux 2 milliards. Donc, on va se dire ici que le prix actuel est juste correct. C'est une entreprise intéressante du point de vue dividende uniquement. On ne s'attend pas à une certaine performance également. OK, mais il faut toujours rester prudent ici. Je n'ai pas pris à 15 fois les bénéfices ou autre chose parce que c'est très instable au niveau des free cash flow. Donc, soyez prudent sur cette compagnie. Ne soyez pas omnubilés par le dividende. OK. Elle a les moyens de payer ce dividende-là, mais également, elle a des investissements massifs à faire. Donc, il faut questionner sa capacité ici de pouvoir financer ces investissements-là tout en gardant le dividende actuel. Et pour le moment, je pourrais vous dire que si on doit dépenser, vous avez vu à peu près sur les 5 dernières années, à peu près sur les 10 dernières années, c'est quoi? C'est une économie à peine de combien? De 500 millions? Alors qu'on doit dépenser près de 2 milliards 500 d'ici 2030. Si c'est 2 milliards 500 en cumulé, je veux dire, attention, là, parce que l'exemple que je suis en train de prendre là, il faut faire attention parce que ça prend également en considération, ça ne prend pas en considération la dépréciation, amortissement. On est juste au niveau des free cash flow. Or, les free cash flow ici c'est uniquement, on a déjà enlevé la dépense en capital. OK? Donc, la question que j'aimerais poser ici, c'est de savoir, quand je lis quand je écoute le conference call, le management, j'aimerais savoir combien est-ce que ça va coûter en supplément de la dépense en capital actuelle. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir ce free cash flow là, ce dividende-là? Donc, tout va vraiment se situer à ce niveau-là. Sinon, pour le moment, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices et je vais également être prudent, ne pas mettre en gardant à peu près une petite partie de mon portefeuille dessus. Je ne suis pas investi sur Ruby. C'est une façon de réfléchir juste. OK? Donc, c'est juste ça. N'allez pas miser la maison ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on mise énormément non plus. OK? Donc, si elle peut le faire sur les 10 prochaines années, tant mieux. Elle a montré qu'elle pouvait le faire par le passé. Son activité veut qu'elle ait des free cash flow parfois balbutiants, mais en cumulé, on voit carrément qu'elle peut payer ce dividende-là. Mais on ne réfléchit pas uniquement du point de vue de dividende, on regarde également le business en lui-même, avec les investissements massifs qu'on aura à faire sur les années à venir. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon avis. Et non, je donne uniquement mon avis sur ce business-ci, et non un conseil d'investissement. N'oubliez pas, la promotion sur le service Top Premium se termine ce 10 du mois de novembre. Sur le Top Premium, plus, je rappelle, c'est uniquement ici, vous avez les notes de suivi, enfin les notes d'analyse sur les entreprises qui, moi, me semblent intéressantes. Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls, je vous donne mon avis sur un business en particulier. Et on fait le suivi derrière. OK? Donc, généralement des entités qualitatives. Ensuite, vous avez les 14 formations thématiques que vous pouvez retrouver ici individuellement. OK? Donc, vous pouvez les prendre individuellement pour celles qui existent déjà ou bien prendre le combo pour celles qui sont déjà disponibles aujourd'hui, comme par exemple ici. Vous pouvez prendre le combo ici, ça prend en considération maîtriser les rates, comment analyser un rapport financier,
comment analyser une banque, et chacune des formations vient avec une masterclass. Donc, comment est-ce qu'on applique cela? OK? Vous avez tout ça dans le combo. Dans le combo implique uniquement les formations qui sont déjà disponibles. Dans le Top Premium Plus, ce sont des formations disponibles, plus celles qui vont arriver. Il y en aura généralement 2 par mois. Vous pouvez regarder la vidéo ici, elle vous donne toutes les informations nécessaires. Vous avez les notes de rappel qui sont les checklists individuelles. Vous avez, comme je l'ai marqué ici, il y en a une quarantaine. OK? Une quarantaine. OK? Parce que chaque business est particulier. Donc, j'ai pu répertorier tout ça sur écrit et je pourrais vous les transmettre ici en PDF. OK? Donc, vous obtenez ça également dans la formation. Vous pouvez également la voir individuellement, plus la communauté privée ou bien également la watchlist. Donc, le service Top Premium Plus, c'est uniquement l'ajout supplémentaire des formations par rapport au Top Premium normal. Donc, le Top Premium normal inclut note d'analyse, demande d'analyse quantitative. Donc, vous pouvez me dire, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle compagnie? Accès à la communauté privée, la watchlist. D'accord? C'est uniquement le Top Premium. Le Top Premium Plus, c'est la même chose que le Top Premium avec les formations en supplément. C'est tout. C'est la différence entre les deux. Bref, jusqu'au 10 mois de novembre, le prix affiché ici, vous pourrez l'avoir. Après ça, il ne sera plus jamais à ce niveau-là. OK? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas également, si ça vous intéresse, n'oubliez pas également de vous inscrire sur la Top Newsletter où on partage des analyses sectorielles. OK? Merci.